Voilà, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons peut-être attendre encore quelques secondes les derniers arrivants. En tout cas, merci de nous donner un peu de votre temps et de votre écoute. Nous serons deux aujourd'hui à intervenir, Hélène et moi. Hélène, je te laisse un peu déjà te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie qu'il y ait cette rencontre aujourd'hui autour de ce webinaire. Moi, Hélène, j'ai 20 ans de direction générale dans le domaine des études, des data insights, des consumer insights, des études de marché. Et j'ai une particularité qui est la transformation dans ces directions générales, toujours par l'innovation et qui crée de la croissance, et en particulier l'innovation digitale et l'innovation par la data. J'ai rejoint le collège du dirigeant en tant que board member très récemment. Et je suis également advisor, et on va en parler un petit peu aujourd'hui, notamment toute la richesse de ce qu'apportent les advisors pour les dirigeants et la richesse de ce qu'apportent les dirigeants pour les advisors. En tout cas, on a fait une sorte de petite flashback de ce que pensent nos advisors aujourd'hui à partager sur la base de leur expérience à travers un certain nombre de PME et d'ETI en France. Merci beaucoup, Hélène. Et donc, pour ma part, Jérôme Chasquès. Écoutez, moi, j'ai une expérience qui est à la fois celle d'un entrepreneur et d'un dirigeant de société, à la fois en France et aux États-Unis. Beaucoup dans le digital, mais pas que. Et puis, à peu près 8 années d'expérience dans le private equity, donc dans le monde de l'investissement, où cette fois, j'étais de l'autre côté de la barrière et je dialoguais avec des dirigeants pour comprendre leurs problématiques et voir si on pouvait les aider en tant qu'investisseurs. Et c'est à cette occasion que je me suis beaucoup intéressé évidemment au sujet à la fois des enjeux des dirigeants auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien, et puis aussi au collège, voilà, sur lequel j'ai souhaité effectivement intervenir et dans lequel je suis aujourd'hui associé. Donc nous sommes ravis de vous avoir. Donc on a choisi aujourd'hui un thème à la fois ambitieux. On n'abordera peut-être pas tous ces aspects, mais en tout cas, ça sera, comme les Américains disent, un eye-opener pour en tout cas susciter un intérêt, je l'espère, de votre part. Et donc, je donne la main à Hélène pour qu'elle puisse un peu vous exposer quels seraient les 10 grands enjeux des dirigeants. Alors déjà, deux mots sur qui nous sommes, au-delà de Jérôme et Hélène. En fait, nous sommes bien plus que Jérôme et Hélène. Nous sommes tout un collectif de plutôt très haut niveau d'un point de vue de l'expérience et d'expertise très diversifiée, qui en réalité navigue beaucoup dans les enjeux complexes des dirigeants, un, par leur fonction dans des entreprises, et deux, par leur rôle d'advisor pour différentes PME et ETI. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant aujourd'hui, et c'est ce que Jérôme disait, c'est un grand chantier de se dire quels sont les 10 enjeux des dirigeants. En fait, nous, on a pensé que ce serait intéressant de faire une sorte de remontée de l'ensemble de ce collectif de haut niveau, parce qu'on est quand même dans un monde qui est tellement qu'on nomme VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la tech, mais qui maintenant se répand terriblement au-delà du domaine de la tech, parce que ce monde bouge terriblement et le dirigeant n'est plus forcément apte à être expert sur l'ensemble de ces sujets. Il est bombardé par l'ensemble de ces sujets, donc beaucoup d'enjeux contemporains. On va en parler, et en même temps ces enjeux traditionnels de management d'une entreprise. Donc, ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'est se servir en fait de la collectivité de notre plateforme avec tous ces advisors de haut niveau pour faire une remontée d'informations et vous la partager, et surtout faire une sorte d'aller-retour avec vous pour voir en quoi ça résonne et si selon vous, il y a d'autres enjeux, si vous êtes d'accord, parce que ça nous aide également à peaufiner la manière de travailler dans les advisors. Donc, votre avis est important, même si on va partager avec vous ce qui remonte de notre base. Et on va commencer par un petit quiz, si vous voulez bien. Voilà, donc pour cela, en fait, on va vous mettre un petit peu à contribution. C'est tout simple. Vous avez vu qu'à droite, sous votre chat, vous avez un petit 1 qui s'est affiché. Et c'est là que vous avez en fait les questions du sondage, avec le sondage, si vous le voyez donc sur votre droite. Et donc, vous avez 1 minute pour répondre effectivement à cette première question. Voilà, pour vous, quels sont les 3 enjeux majeurs auxquels les dirigeants sont confrontés?
Voilà, si vous pouvez choisir les 3 les plus prioritaires à vos yeux. Donc, on vous laisse y répondre. C'est un petit sondage live pour voir effectivement quelle est votre appréciation de la situation. Et puis, on creusera évidemment le sujet juste ensuite en y répondant. Voilà. Donc, je pense que... Alors, je ne vois pas forcément le timing de la minute se dérouler, mais je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de lire les réponses. Voilà. Alors, nous avons les réponses. Je ne sais pas si elles s'affichent pour tout le monde à l'écran. En tout cas, je les vois pour ma part. Alors, ce qui arrive en tête, finalement, il y a deux choses. En premier, les difficultés de recrutement, 20%. Le risque cyber, également 20%. Puis ensuite, à égalité en troisième et quatrième position, si je puis dire, l'inflation et la tension sur les marges, ainsi que la transformation digitale et le défi environnemental. Donc finalement, il y a quand même 5 sujets majeurs qui finalement émergent aujourd'hui de vos réponses. Écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc je redonne la parole à Hélène justement pour nous partager son avis là-dessus. Merci beaucoup. Alors, mon avis, c'est l'avis des remontées de l'ensemble de nos advisors et nous en avons environ 350. Nous les avons listés et vous allez voir qu'on retrouve, il n'y a pas d'ordre, mais nous avons listé ces 10 et on retrouve évidemment un certain nombre d'éléments que vous avez cochés. Nous retrouvons quelque chose de très fort autour de l'impact de la crise énergétique et environnementale sur le PNL, donc vraiment sur la manière d'orchestrer en fait les finances de l'entreprise. L'impact de la technologie, de la data, de l'IA, en termes de création de valeur. En fait, c'est pas juste la technologie pour la technologie, mais comment ça peut jouer un rôle sur la création de valeur et comment éviter de, entre guillemets, quand on est une industrie plus traditionnelle, se faire avoir par des digital players qui, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, vont être là demain. Et donc, comment prévoir ça d'un point de vue interne et externe et de façon à ce que ça coûte pas trop cher, de façon à ce que ça coûte, mais qu'il y ait un bon ROI derrière. Les problématiques de niveau d'activité, donc de retour à la croissance, qui sont pas toujours encore au niveau de la période pré-Covid, pas toujours récupérées. Donc, est-ce que c'est une question de temps et de persistance ou est-ce que c'est une question de pivot nécessaire du modèle et donc, on a beaucoup de ce type de questions qui arrivent dans un certain nombre des boards. Ça dépend bien sûr des secteurs d'activité. Donc, se pose la problématique du business model dans ces cas-là. Nous avons les problématiques de restructuration financière, notamment qui s'imposent face aux traces qui sont laissées par la crise du Covid-19, mais également à prévoir sur les crises comme la crise énergétique. Et donc là aussi, il y a pas mal de questions qui se posent sur ces sujets. La crise et la fuite de talents, alors vous l'avez cité en numéro 1 avec 20%, ça fait partie de plus en plus, en fait, nous on a le sentiment d'ailleurs que dans l'ensemble des advisory boards, le sujet est traité. Disons qu'il est à l'agenda quasiment de l'ensemble des boards en ce moment. Donc non, vous n'êtes pas seul, on en parle dans la presse, mais ce sont des vrais sujets. L'international, est-ce que c'est un bon levier de croissance ? Oui, non, et si oui, pas si évident à réussir, c'est peut-être pas le moment d'avoir un ROI de mauvaise qualité et de mal attaquer un pays. Donc comment faire si on le fait ? Ça, c'est une question qu'on a toujours eue pour un certain nombre d'entreprises. Et là, ça fait vraiment partie, en anticipation de crise, ça fait vraiment partie de questions qu'on retrouve un petit peu plus qu'on les trouvait ces derniers temps. Changement de capital, acquisition, cession d'activité, transmission. Alors, c'est vrai que c'est le casse-tête chinois pour le dirigeant et que c'est là que c'est intéressant d'avoir des interactions avec une diversité de compétences et d'expériences. Mais effectivement, on est dans une période où se posent les questions de quid d'un rachat, quid d'une cession d'activité, et donc effectivement, ou d'une levée de fonds éventuelle. Et c'est là que ces questions se posent. En impliquant toutes les parties prenantes, évidemment, de ce type d'opération. Innover,
évident. On l'a également, là je veux dire que c'est vraiment transversal, et on ne parle pas d'innovation de type start-up, parce qu'on a plutôt tendance, je trouve, à parler beaucoup d'innovation au travers de ce que font les start-up ou le monde de la technologie en France. En réalité, on parle aujourd'hui de plus en plus d'innovation et de transformation par l'innovation, quelle qu'en soit la nature, dans tout type de secteur, et notamment, on sait qu'il y a des enjeux au niveau gouvernemental sur le côté l'industrie 4.0, eh bien ça commence à pointer, c'est moins émergent que d'autres sujets dans le domaine de l'industrie, mais ça commence. Et puis le management adaptatif. Alors le principe du management, on a parlé tout à l'heure de ressources. Le management dans le sens, c'est quoi le management de demain? C'est quoi être prêt pour le futur d'un point de vue de la mobilisation des gens dans l'ensemble de ces transformations? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser? Comment est-ce que la gouvernance qu'on a eue jusqu'à présent est toujours bonne, ou est-ce qu'il faut la remodeler un petit peu différemment? Quand on parle de gouvernance, ça peut être un conseil d'administration s'il y en a un, ça peut être un COMEX, ça peut être renouveler les gens là-dedans, ça peut être peut-être, et on va y venir tout à l'heure, imaginer une vision plutôt innovante d'une approche de gouvernance au sens large, soit en parallèle d'un conseil d'administration, soit en plus d'un COMEX, qui s'appellerait Advisory Board. On va y revenir, mais il y a de plus en plus ce genre de questions qui nous est adressées. Et puis enfin, évaluer mes risques en cybersécurité et me protéger. Mais d'ailleurs, se pose souvent la question, et vous l'avez cité comme un enjeu très important, se pose souvent la question, pas uniquement de la cybersécurité dans l'absolu, mais de la cybersécurité dans un contexte stratégique, c'est-à-dire comment ça s'insère dans la stratégie de l'entreprise, comment ça s'insère dans l'animation, en fait, également des salariés. Parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir une stratégie défensive, il faut aussi probablement avoir une manière offensive de travailler avec la cybersécurité, et comment marche le trade-off, un peu l'équilibre entre innovation et cybersécurité. C'est un des sujets, dès qu'on travaille la cybersécurité dans nos advisory boards, en général, ça prend tout de suite une tournure assez stratégique qui travaille aussi techniquement d'un côté, mais stratégiquement autour des enjeux d'innovation aux côtés de la cybersécurité, parce qu'il n'est pas question non plus de fermer la porte à la data. Ça m'amène effectivement à mettre en perspective ces enjeux que nous, on ressent très fort au travers de nos advisory boards, par rapport à ce que la BPI disait la semaine dernière lors de son grand salon Big, où il y avait, je ne sais plus combien, 60 000 personnes, quelque chose comme ça, je crois. Donc une énorme manifestation que certains d'entre vous avaient probablement suivi, ou vous avez peut-être été sur place. C'est assez impressionnant, mais le mot-clé, c'est métamorphose, c'est leur logo. Et effectivement, la sensibilisation à la métamorphose des entreprises est quelque chose qui dépasse largement les frontières de la technologie, et qui n'est pas évident à faire non plus. On s'est parfois métamorphosé, mais il faut se métamorphoser différemment aujourd'hui dans un monde VUCA, et donc d'où l'intérêt effectivement de pas rester seul dans son coin et essayer de trouver des compétences qu'on trouve pas, mais avancer. Comment on peut avancer, Jérôme? Eh bien oui, parce que comme tu nous l'as très, très bien exposé, effectivement, on voit que finalement les dirigeants et le COMEX, effectivement, tant des PME que des ETU, ont des enjeux absolument majeurs qui vont au-delà finalement des enjeux traditionnels, on va dire sectoriels qu'une entreprise peut avoir, qui dépassent parfois donc du coup effectivement la sphère traditionnelle du dirigeant. Et donc c'est pour ça qu'on va vous solliciter une deuxième fois, cette fois avec un deuxième sondage que nous allons lancer à nouveau sur votre droite. Donc, à nouveau, vous voyez un petit 1 s'afficher et vous avez donc ce sondage où donc, nous vous posons effectivement la question. Parmi les 10 enjeux suivants, quels sont les 3 qui, selon vous, sont les plus prégnants pour votre organisation? Alors, pour votre organisation, ça, j'insiste bien sur ce point-là, et ça fait suite évidemment à l'exposé qu'Hélène vient de vous faire. Donc, c'est un petit peu différent finalement, vous voyez, des premières questions avant qu'on rentre dans le sujet. Donc, on vous laisse quelques temps pour y répondre. Voilà, encore une vingtaine de secondes, je pense. Ah, c'est pas toujours simple, mais c'est justement à ça que le dirigeant est confronté tous les jours. Donc, vous voyez.
Alors, je pense que les réponses vont s'afficher bientôt. Voilà. Donc, les réponses. Alors, c'est assez amusant puisque nous avons vraiment d'abord une première réponse effectivement beaucoup plus forte que les autres, qui est l'impact de la technologie, de la data et de l'IA, effectivement en termes de création de valeur. On voit là qui est au-delà. Et quasiment à égalité l'ensemble des autres points. Donc, c'est assez étonnant avec 11%, qui est à la fois donc faire pivoter son modèle, celle de modifier son organisation et sa gouvernance, donc qui arrive finalement assez haut, l'évaluation des risques pour son entreprise, qu'on a justement évoqué à l'instant, le contexte de l'innovation, celui de la fuite des talents et la difficulté effectivement de recrutement, l'international comme un possible levier de croissance, qui sont donc les autres enjeux que vous avez voulu bien dénoter avec vos réponses. Donc merci pour cela, c'est toujours très utile effectivement d'apprécier vos réponses. Donc, nous avons vu tous ces enjeux et en fait, il y en a un finalement qui passe toujours un petit peu à la trappe, qu'on n'ose jamais finalement avouer et évoquer et qui est très largement sous-estimé. Pourtant, il est majeur et transverse. C'est celui de la solitude du dirigeant. Puisqu'on voit qu'il y a évidemment toutes ces problématiques qu'on a évoquées, transverses, sectorielles, liées effectivement à l'actualité brûlante qui peut être celle de nos entreprises et de nos vies. Mais la solitude du dirigeant, elle est fondamentale aujourd'hui parce qu'un dirigeant même entouré de conseils, entouré d'experts comptables, entouré évidemment d'équipes, entouré de beaucoup de monde, parfois même d'un conseil d'administration et d'une gouvernance, eh bien, à la fin, c'est à lui que revient le choix effectivement de prendre une décision. Et il y a effectivement un poids très important, d'autant plus effectivement dans ce contexte qui parfois dépasse effectivement le champ parfois tout simplement de ses compétences et c'est tout à fait normal. Et on Et voit, peut-être un vas-y mot sur Hélène. la solitude. C'est vrai qu'elle est, elle n'est pas dite d'entrée de jeu, mais on en discute souvent au bout d'un certain temps quand un processus de confiance se développe vraiment. Il y a beaucoup de bienveillance dans les advisory boards et quand la confiance est vraiment installée, et c'est vraiment notre objectif, on discute de ça avec les dirigeants, avec pas juste pas leur solitude dans l'absolu, mais le fait qu'en particulier en période de tension, ils ont beaucoup de gens compétents autour d'eux, mais ils n'ont pas forcément des pairs en termes de vision. Et deux, ils ressentent une sorte de décalage entre leur vision, leur volonté d'investissement et les peurs d'un certain nombre de personnes qui les entourent et dont ils ont besoin dans leur COMEX en général, et les frilosités en fait par rapport à la crise, par rapport à l'inflation, par rapport à peut-être pas avoir retrouvé exactement ces niveaux de business qu'on avait auparavant avant le Covid. Donc cette dichotomie en fait est un petit peu pénalisante en fait pour le dirigeant qui peut avoir du courage certes et avancer, mais qui ressent une certaine solitude et qui souvent est content de pouvoir échanger et se sentir moins seul dans le fond, pas dans la forme mais dans le fond en fait, dans le niveau de discussion et dans le niveau d'audace dans cet environnement qui est quand même qui pousse pas à l'audace. Et donc, ce qui effectivement nous rappelle un petit peu, nous, notre objet, notre raison d'être, qui est celle effectivement du collège du dirigeant. Finalement, notre objectif, c'est de monter des advisory boards dans les PME, dans les ETI, donc au plus près des dirigeants, en toute confiance. Et pourquoi? Pour qu'effectivement le dirigeant puisse se faire challenger, puisse se sentir épaulé dans ces moments importants, majeurs de la vie de son entreprise, de sa vie de dirigeant tout court d'ailleurs. Et d'où l'idée effectivement qu'ils puissent finalement prendre ces décisions de manière beaucoup plus sereine. Ce n'est pas les advisors effectivement qui vont prendre les décisions pour lui, mais ils vont effectivement pouvoir l'éclairer, pouvoir le challenger. Et c'est ça qui va lui permettre effectivement de faire ce process et ce process de décision effectivement de manière beaucoup plus naturelle. Dans ce qu'on voit ici effectivement avec une approche décisionnelle maligne et rassurante. Maligne parce que c'est pas le propre, ben ça tombe bien de voir cette carte de l'international, c'est pas le propre de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre culture business française. Le fait d'ouvrir à des personnes extérieures, donc c'est sa dimension stratégique à des personnes extérieures à l'entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait intuitivement. On a toujours l'impression de faire tout ce qu'on peut, d'être complètement dans son business, d'avoir une dimension confidentialité essentielle. Mais en réalité, si on continue à être fermé, eh bien, ça peut poser problème dans ce monde où les enjeux sont quand même
assez compliqué. Et d'où, effectivement, nous semble-t-il, avec les advisory boards, qui est à l'origine un concept plutôt anglo-saxon, mais qui nous semble avoir un potentiel gigantesque en France, cette capacité à s'ouvrir, on la trouve assez maligne parce que ça permet déjà d'accepter, d'avoir une vision, de partager sa vision et de se conforter dans la vision. Et ça, c'est un concept qui est plus historiquement plus business anglo-saxon, mais pourquoi ne serait-il pas un peu plus français? Et donc, d'où cette idée d'essayer de faire en sorte que le 15% là soit peut-être plus important un jour en Europe et en France en particulier. Voilà, donc l'advisory board, qui déjà par son anglicisme, effectivement, signifie finalement une forme de comité consultatif, hein, donc qui s'inscrit à côté d'une gouvernance classique, qui est très libre. Tout l'intérêt, c'est effectivement d'être entouré de personnes qui sont vraiment totalement indépendantes. Elles ne sont ni vos conseils, ni vos actionnaires, ni vos salariés, ni vos experts, finalement. Donc le fait d'avoir cette liberté permet effectivement d'avoir un dialogue très ouvert avec, en général, les 3 advisors, puisque le principe, je dirais, organisationnel d'un advisory board, c'est d'être plutôt entouré de 3 personnes qui vont apporter un regard complémentaire et de se renforcer de cette manière-là. Et donc, ça veut dire avoir beaucoup de transparence, cette volonté, effectivement, d'ouverture, de pouvoir dire ce qu'il en est, ce qui n'est pas toujours le cas sinon, on ne parle pas forcément très ouvertement à ses clients, à ses fournisseurs, à ses actionnaires. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir aborder tous les sujets et de le faire effectivement en toute humilité. Donc la démarche, nous, en tout cas, qu'on a vis-à-vis des dirigeants avec qui on travaille, avec qui on avance, c'est effectivement de leur proposer cette forme d'ouverture et d'humilité. On a aujourd'hui finalement, et on est presque à la fin de cette présentation, on a d'ailleurs 2 types de formes d'advisory board qui correspondent d'ailleurs là aussi à nouveau aux enjeux des dirigeants. Donc soit les enjeux sont vraiment très chauds, correspondent effectivement à une forme d'immédiateté, et donc dans ce cas-là, finalement, la forme que nous avons, c'est une forme task force, commando. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, l'advisory board va se réunir à un rythme beaucoup plus fréquent. Par exemple, effectivement, toutes les semaines, pendant 5 à 10 semaines, pour effectivement épauler le dirigeant sur une question ou un enjeu majeur. On a un autre format, plus traditionnel, qui est celui plutôt d'un advisory board, je dirais plus sous forme de comité stratégique, qui lui a une forme plutôt annuelle. Et ça veut dire que là, on va se réunir plutôt à un rythme, par exemple, de tous les 2 mois, à raison d'une demi-journée tous les 2 mois, et quelques échanges téléphoniques entre les deux. Tout ça, évidemment, étant fait sur mesure pour le dirigeant en fonction de son entreprise, et de ses problématiques. Mais en tout cas, c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée de comment les choses peuvent, le cas échéant, s'organiser. Alors, on a juste rassemblé aussi quelques témoignages, parce que parfois tout ça reste encore un peu théorique. Et on a eu évidemment beaucoup de dirigeants avec qui on a pu dialoguer depuis maintenant quelques années, puisque le Collège du dirigeant existe depuis les années 2016-2017. Et on vous laisse découvrir quelques-uns de ces témoignages. Le premier nous est particulièrement agréable, et je vous le lis. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous pédalez. Et là, on vous dit tout d'un coup, descendez du vélo, regardez-vous pédaler, regardez ce que vous faites. Et on sent bien effectivement cette relation un peu différente, ce temps de pause effectivement que le dirigeant peut avoir, et cet effet miroir effectivement qui peut jouer de la part effectivement des advisory, de l'advisory board. Donc ça, il y a cet aspect assez intéressant, et je vous laisse peut-être découvrir, je ne sais pas Hélène, si tu veux lire d'ailleurs un autre des témoignages. Ben, écoute, j'aime bien le deuxième qu'on a mis en gras également. Mon advisory board, c'est un mélange d'expertise. Et j'insiste sur le mot expertise parce que la manière de sélectionner les 3 personnes dont parlait Jérôme, 3 personnes extérieures donc à l'entreprise dont parlait Jérôme pour faire partie de cet advisory board, sont en général des gens qui ont une expertise, une expérience importante, commune, mais une expertise complémentaire, notamment par rapport aux sujets clés qui se posent dans l'entreprise. Donc ce mélange d'expertise ressenti et voulu également, mais il est perçu vraiment comme un bénéfice par le dirigeant. Donc mon advisory board, c'est un mélange d'expertise, de bienveillance et de positivité. À aucun moment, on ne perd son temps. J'aime bien cette phrase aussi, elle est assez complémentaire avec la première, c'est une autre idée et qu'on ressent systématiquement dans l'ensemble de nos advisory boards. C'est vraiment le principe de bienveillance. Et le côté positif, les gens qui font partie de ce board, qu'ils fassent partie de l'entreprise ou qu'ils soient extérieurs à l'entreprise en tant qu'advisor, passent tous du bon temps
pour mettre le maximum de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent produire, des bénéfices de leurs expériences, mais de manière extrêmement bienveillante. Et ça sont des moments assez privilégiés, nous semble-t-il, pour les dirigeants. En tout cas, ils l'expriment comme tel. C'est tout à fait ça. Alors, on a aujourd'hui exposé effectivement et vu un certain nombre de sujets liés autour de ces enjeux clés pour les dirigeants. On abordera lors de d'autres webinaires effectivement un certain nombre d'autres types de sujets auxquels vous serez naturellement conviés. Juste encore quelques mots, et puis on va encore vous solliciter, vous allez voir. En tout cas, il est possible de rejoindre finalement le collège du dirigeant de différentes manières possibles. D'abord, effectivement, en tant qu'advisor, si vous avez cette expérience dont Hélène a parlé, n'hésitez pas à nous en faire savoir. Également en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, donc si vous êtes dirigeant d'une PME, d'une ETI, on pourra dialoguer avec vous et effectivement mettre quelque chose sur mesure pour votre entreprise et vous-même. Et éventuellement, si vous êtes vous-même dans l'univers du financement, eh bien, je crois que vous avez souvent un certain nombre d'entreprises dans votre portfolio qui ont parfois besoin effectivement aussi d'être aidés et entourés. N'hésitez pas à nous contacter. On pourrait prendre en tout cas, pendant que nous continuons en cette fin de webinaire, quelques-uns de vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez effectivement des questions. Et pendant cela, pendant que vous nous écrivez, on va vous solliciter une dernière fois, cette fois, pour 2 dernières questions. Et donc, on va lancer à nouveau 2 sondages, un premier, puis un suivant, cette fois sur des questions un peu plus peut-être pointues. Donc, la question en cours, donc face à l'inflation et la crise énergétique, que comptez-vous faire en priorité? Donc, nous allons là aussi attendre que quelques secondes s'égrènent pour avoir vos réponses. Évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est typiquement le genre de questions auxquelles un dirigeant a à faire face. Et il y a des choix parfois pas si simples à faire. N'hésitez pas aussi pour tous à poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, les réponses devraient apparaître relativement bientôt. Le temps que vous fassiez vos choix. Voilà. Donc, Et voilà. je ne sais pas si tu vois le résultat, Hélène, si tu veux Oui. le lire, peut-être le Alors, commenter. c'est couper les coûts là où vous pouvez. Là, c'est 40%. Trouver des solutions d'approvisionnement différentes, 20%. Réfléchir ou engager une transformation plus profonde de vos produits ou services, 20%. Et puis 20% encore pour réfléchir ou engager une transformation 360 de votre business model. Ce qui est assez logique, hein. On va d'abord tactiquement au court terme obligatoire pour survivre, mais en même temps, si on additionne les 3-20% qui restent, on est dans une réflexion. Donc le 60% correspond à une réflexion, à des choix à faire de nature plus stratégique, qui soit d'ordre supply chain, approvisionnement, qui soit d'ordre produits-services ou plus globaux sur l'organisation, le design de l'entreprise, sa vision du futur, son modèle. Donc, dans les 3 cas de figure, il y a quand même une remise en cause plus importante. Ouais. Alors, tu parlais justement du futur, donc on a une dernière question qui est en cours pour vous, si vous voulez bien y répondre dans ce contexte. Donc justement, quels sont pour vous les 3 leviers du futur qu'il vous faut actionner ou craquer, si l'on peut dire? Voilà, donc ça sera notre dernière question du jour et toujours très intéressé de connaître vos réponses. Et là, vous voyez, on est déjà un peu plus dans un univers prospectif, mais à nouveau, le dirigeant est quasiment quotidiennement placé dans cette position. Donc, quels sont pour vous les 3 leviers du futur qu'il vous faut craquer? Alors, on retrouve 33% technologie data IA, 33% RSE au niveau des produits et services, 17 internationalisation. Et 17, acquisition de talents et rétention avec une raison d'être renforcée. Les 4 sujets clés et très forts. Écoutez, en tout cas, un grand merci. Avant de nous quitter, je vous laisse nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter, par email bien sûr. Vous avez aussi les coordonnées de Caroline, qui est la coordinatrice générale, et notre site web, le cas échéant, qui est le collège du dirigeant.fr. Voilà, nous avons été vraiment ravis
cet échange avec vous aujourd'hui, en tout cas de cet exposé. N'hésitez pas à nous contacter, et notamment par email ou sur le site pour revenir vers nous. Et puis donc développer, si possible, le collège du dirigeant et surtout vos advisory boards tous ensemble. Merci encore. Merci beaucoup à tous. Au plaisir d'en rediscuter. Au revoir. Au revoir.